Nous partons pour les Grenadines, qui sont à 220 km au sud de la Martinique. Sur la route, nous faisons une escale juste une nuit à Sainte-Lucie, car des amis qui ont débarqué nous ont confirmé que c'est une île dangereuse. Nous repartons donc au petit matin en direction de Béquia, avec l'intention de longer l'île de Saint-Vincent sans y faire d'arrêt, car il n'y a rien à y voir. Et, entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent... Alors là, ce qu'on voit, c'est un petit voilier avec a priori un seul mec à l'intérieur. Et on est en train de le croiser, on l'a vu il y a une quinzaine de secondes. Et en fait, ce mec-là, il n'existe pas. Ici, notre premier voisin, donc on est sur la flèche rouge, et notre premier voisin, il est là, il est à 3 km. Et sur le radar, c'est pareil. Le mec, il n'existe pas. Et dans la réalité, il existe bien. Voilà. Ah, et là, il nous dit bonjour en plus. Il est content, il nous dit bonjour. Il est content de son inconscience et content de sa connerie. C'est complètement affolant. Voilà. C'est complètement affolant. Dans la séquence précédente, je vous dis que c'est complètement affolant parce que le mec, il est invisible et parce qu'on ne le voit pas. Alors, je vous dois une explication parce que il y a deux manières de voir. Évidemment, on peut voir avec les yeux. Néanmoins, le bateau, il est capable de faire une veille électronique de ce qui l'entoure. Donc le radar regarde autour du bateau et quand il voit quelque chose, il y a une alarme qui se met en route. Mais de même, on a un émetteur anti-collision, un peu comme un transpondeur sur un avion. Et sur un bateau, ça s'appelle pas un transpondeur, sur un bateau, ça s'appelle un AIS. Et un AIS, c'est ça. Donc sur un AIS, on a une carte. Donc là, on est au Venezuela aujourd'hui. Et on peut zoomer sur l'endroit où on est. Et en effet, on se rend compte qu'il y a un bateau ici qui s'appelle Titan et il y a un autre bateau ici qui s'appelle Gran Dilemma qui est à côté de notre bateau qui est représenté par la flèche blanche. Et donc si on se déplace dans le menu ici, hop, 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 en effet il y a Gran Dilemma qui est à 0,1000 dans notre 32. Et il y a 2 minutes qu'on a reçu sa position. Et il y a Titan qui est à 0,8000. On a reçu son anti-collision il y a 28 secondes. Un AIS, ça vous dit en continu pour tous les bateaux, mais ça dit aussi aux autres bateaux, donc tout le monde est au courant. Ça dit dans combien de temps on va se croiser et quelle sera la distance minimale. Donc c'est absolument fabuleux. Un radar, c'est exactement pareil. Un radar, il est en haut du mât, il regarde autour du bateau, il voit des cibles. En tout cas, pour que le radar nous propose des cibles, encore faut-il qu'il les voie. Et pour qu'il les voie, il faut que les bateaux aient un réflecteur radar. Donc, un bateau qui n'a pas de réflecteur radar, il est très difficilement visible parce que le radar, il ne sait pas si c'est une vague qui est plus grosse qu'une autre ou si c'est un bateau. Donc notre gars, en l'occurrence, il n'avait pas d'AIS et comme il n'a pas non plus de réflecteur radar, il n'était pas visible sur le radar. Alors vous me direz, oui, mais évidemment, un bateau c'est comme une voiture, il y a des pare-brises, il suffit de regarder. Et en fait, un bateau,
de tour du monde comme le nôtre, c'est plutôt comparable à un Airbus ou à un Boeing, dans le sens où on programme une route et le bateau ou l'avion il suit la route. Et exactement comme dans un Boeing, le pilote, d'autant plus la nuit, il regarde pas à travers le pare-brise, tout ça constamment. Et il y a un pilote automatique, c'est un pilote automatique qui gère tout, et pour un bateau, c'est exactement pareil. Il y a un pilote automatique qui gère tout. On regarde devant, oui, mais en navigation côtière, on regarde autour du bateau toutes les 10 minutes. Et en navigation hauturière, on regarde autour du bateau toutes les demi-heures. Et en navigation hauturière la nuit, on regarde par les pare-brises 2-3 fois pendant la nuit comme ça pour vérifier, mais en fait on est aveugle complètement, exactement comme un pilote dans un cockpit de Boeing. Et c'est pour ça que l'électronique est super importante. Donc notre gars en question, il fait des navigations internationales entre une île et une autre, entre un État et un autre, et il n'est pas du tout visible, ni par nous, ni par les gardes-côtes. Et ça pose un gros problème. Une demi-heure plus tard, sous le vent de Saint-Vincent, nous traversons des champs de sargasses. Étant donné l'altitude du relief de Saint-Vincent, il n'y a plus de vent. Nous avançons donc grâce au moteur. Nous devons être extrêmement vigilants sur leur température, car les sargasses peuvent boucher les aspirations d'eau de mer qui permettent de les refroidir. Si un moteur se met à chauffer, nous devons tout de suite l'arrêter pour ne pas le cramer. Beaucoup de plaisanciers ont cassé leur moteur à cause de surchauffe due aux sargasses. En longeant Béquia, une averse nous offre un superbe arc-en-ciel. Nous arrivons aux Tobago Cays, qui sont réputés être le plus beau coin des Grenadines. En effet, sur Google Earth, ça a l'air paradisiaque. Vous vous souvenez ? Dans le film précédent, je vous avais parlé des lambis, ces coquillages géants qui sont à la fois le plus gros prédateur des sargasses, mais aussi qui sont très appréciés pour leur chair, comparable à celle des bulots bretons. Eh bien, ici, aux Grenadines, encore plus qu'ailleurs, les locaux ne cessent de nous proposer des banquets de lambis ou de langoustes. Et évidemment, il en résulte des montagnes de coquilles vides. C'est bien plus qu'un carnage. C'est l'extinction organisée de 2 animaux qui sont sous nos yeux. Avec 2 malheureuses plages remplies de restaurants barbecue à langoustes et lambis, nous repartons 2 jours plus tard. Le rêve des Grenadines paradisiaques s'est écroulé. Nous naviguons une dizaine de kilomètres jusque l'île de Union pour faire nos visas de sortie de territoire. Le port est rempli de sargasses. C'est une marée brune et une puanteur d'hydrogène sulfuré, mais c'est le destin. Il n'y a aucun sentiment de responsabilité collective. En cherchant un peu, nous réussissons à trouver une échoppe pour acheter 2 tomates et 12 œufs. C'est très étrange. Pourquoi on n'achète pas des langoustes ? Le pays suivant est Grenade, composé de 2 îles, Grenade au sud et Carriacou au nord. Depuis Union, nous mettons donc le cap au sud en direction d'un banc de sable le long de Carriacou, Sandy Island. L'arrivée est un peu technique à cause du vent, du courant et de la très faible profondeur d'eau. Ces 3 difficultés font que l'île est vierge. Nous ne sommes que 3 bateaux et aucun barbecue à langoustes. Pour la première fois depuis 6 mois de navigation dans les Antilles, nous sommes dans un décor de carte postale. Quel changement!
Sur une plage, il y a un mur où les équipages peignent le nom de leur bateau. C'est une grande tradition maritime. Nous restons 4 nuits dans notre île paradisiaque et elle nous offre chaque soir son plus beau coucher de soleil. Nous arrivons maintenant au sud de l'île de Grenade, réputée pour sa côte, composée de calanques, les unes à côté des autres. Nous allons nous mettre dans celle-là, en face de cette belle maison. Comme d'habitude, nous louons une voiture pour découvrir l'île. Et nous découvrons qu'il n'y a rien à voir. Le sud de l'île, moins exposée au cyclone, est couverte de maisons d'Américains. Le mètre carré de terrain vaut 3 500 € et le mètre de carré de maison vaut 7 500 €. Dans le centre de l'île, nous allons voir les 2 seules choses remarquables, une chute d'eau et un lac. L'arrivée à la chute d'eau se fait par une marche en pleine jungle de 45 minutes. Et en effet, la chute d'eau est belle. En fait, ce sont 2 petites chutes de 4-5 mètres avec un lac. Nous reprenons la voiture pour aller au lac. Le volant est à droite, on roule donc à gauche. Et comme dans toutes les îles antillaises, les locaux conduisent comme des fous. Le lac est là. Il est circulaire car il est dans un ancien cratère de volcan. C'est le premier lac de cratère que nous voyons. C'est impressionnant de savoir que nous sommes dans un volcan, qu'il y a une couche de lave sous nos pieds. Mais en apparence, c'est un étang. Un étang comme n'importe quel étang. C'est étrange comme sentiment. Notre prochaine étape est à 8 heures de navigation, c'est le Venezuela. Le très dangereux Venezuela, le terrifiant Venezuela. Ça va être une aventure, je vous jure. À bientôt.